Go! Allez, début de partie! Out! 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 Bon bah je crois qu'on va aller voir le mécaniste. Déstockage Games. Salut la team DG, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode d'Airsoft Tuto. Je suis en compagnie du mécaniste. J'ai fait appel à lui car je souhaiterais changer quelques pièces dans ma réplique. Ça fait maintenant un peu plus d'un an que j'ai ma réplique M4. J'ai fiabilisé suite à la vidéo comment augmenter la puissance de sa réplique. Je me rends compte que sur certains duels contre des joueurs qui ont déjà des répliques modifiées, j'ai un peu de mal. J'aurais voulu voir avec toi pour changer la donne. Alors au bout d'un an, oui, il serait peut-être temps quand même de changer certaines pièces. Et comme j'aime pas faire les choses à moitié, moi je te propose de te faire un full upgrade sur ta réplique, histoire de te rendre une bête de compétition, une machine avec laquelle tu vas pouvoir rivaliser avec tous les AEG qui sont déjà upgradés. Sur le papier, ça vend du rêve. Donc pour ce faire, on va avoir besoin de matériel. Première chose primordiale, je dirais même, c'est un espace de travail rangé, soigné, pour pouvoir s'organiser, parce qu'il y a toujours des petites pièces, des petits ressorts, des petites vis qui se perdent facilement. La première chose à faire, c'est avoir un espace de travail rangé. Ensuite, pour ce faire, on va avoir besoin d'un petit kit de chasse-goupilles, toujours utile. Si on n'a pas de chasse-goupilles, on peut bien sûr se prémunir de petits tournevis de différentes tailles pour pouvoir chasser les goupilles, ça peut toujours servir. Attention toutefois à ne pas les casser dans l'emplacement des goupilles, sinon ça risque de poser problème. Un petit marteau, ça suffit amplement. Des tournevis cruciformes de différentes tailles. On ne sait pas quel type de vis on va rencontrer, quelles sont les tailles. Dans plusieurs tailles, c'est super cool. Un jeu de clé à laine de différentes tailles pour la même raison. On ne sait pas si on va rencontrer des vis cruciformes, des vis à tête 6 pans. Donc toujours se prémunir de ce petit truc. Une brosse à dents, un pinceau. Alors brosse à dents, pas parce que je sens mauvais de la bouche. Brosse à dents, ça va être pour nettoyer tout ce qui est engrenage, les petits interstices dans la gearbox. Le pinceau, quant à lui, il va venir s'additionner avec notre graisse au lithium pour pouvoir graisser nos engrenages et les parties mobiles de la gearbox. On va aussi utiliser du spray dégraissant, un spray silicone. On peut aussi se prémunir d'un petit kit de nettoyage pour le canon, ça peut être utile de nettoyer avant. Un petit torchon si on a les mains sales, des gants pour éviter les produits corrosifs du style dégraissant. Ça fait beaucoup de choses et puis je pense qu'on est tout bon pour commencer le démontage. Tiens, je te passe donc ma réplique. Une petite réplique type AR15. Hein. Bon, on voit qu'il a pris soin d'externiser vachement propre. Je te propose déjà par démonter le upper et le lower. Donc séparer le corps en deux. On peut soit s'équiper de chasse-goupilles ou d'un tournevis cruciforme, puisqu'on voit que ici on a une vis et non pas une goupille traversante. Donc il va falloir la dévisser, juste trouver le bon diamètre. Hop, donc on vient dévisser. Petite vis qu'on va mettre de côté pour pas la perdre. Donc là on a notre goupille. Donc pour la chasser, un chasse-goupille de la bonne taille, je dirais celui-ci. Pourquoi celui-là? Parce qu'on voit que même s'il y a un trou, on peut pas prendre un plus petit pour éviter d'aller dans la goupille, puisque la goupille possède un filetage. Et le faire foirer. Et foirer le filetage. Donc hop. On tapote gentiment. Une fois qu'on a fait ça, on vient retourner la réplique sur le dos et on retapote de l'autre côté. Normalement, pour la goupille, ça devrait suffire à la retirer à la main. Ce qu'on fait pour éviter de la perdre, on vient la visser et on la met de côté. Une fois que cette goupille-là est retirée, donc là, on va pouvoir séparer le haut de la réplique, donc le upper, le garde-main, du lower, c'est-à-dire le bas du corps, la poignée moteur, la crosse et le tube de crosse. Pour ce faire, on vient tirer un tout petit peu et là, on voit que ça bloque. Donc si ça bloque, c'est qu'il y a une petite subtilité. Donc je vais t'expliquer. On va venir tirer le charging handle légèrement en arrière tout en poussant le upper. On le soulève. Et là, on voit quoi? Un petit ergot. En fait, cet ergot, il va venir agir comme une genre de sécurité. Il va empêcher ton upper et ton lower de se mettre en porte-à-faux, c'est-à-dire qu'il se sépare d'un coup pour rien si jamais tu perds la goupille. On continue et tada! Le lower et le upper sont séparés. Pour ce faire, on va aussi faire, hop, glisser le bloc hop-up, le canon et le joint, qui sont tous dedans. Et ça, on va se le mettre de côté pour plus tard. On va changer certaines pièces dedans, tu vas voir. Donc, on va le mettre là. Moi, cette partie-là, j'en ai pas besoin, et comme j'ai dit, il faut un espace de travail rangé, soigné. Je te laisse mettre ça de côté. Hop, je vais mettre ça à côté. On va venir retirer la crosse. Donc pour ce faire, on a l'ergot là. L'ergot, il va venir lui régler notre taille de crosse. Et il y a une butée à la fin. C'est ça, avec la butée. Mais il va aussi servir à enlever la crosse. On prend l'ergot à l'arrière, on lève, et on le retire. Tout simplement, on fait basculer ici, comme ça, et on le retire. Crosse, pareil, pour l'instant, j'en ai plus besoin. Je te laisse la mettre de côté. On va venir maintenant retirer le tube de crosse. Pour ce faire, on regarde à l'intérieur et on voit que c'est une vis cruciforme. On vient caler le câble à l'arrière sans trop le pincer. Avec son doigt, on appuie dessus pour éviter qu'il se sauve. Un tournevis cruci assez long et on dévisse. Contrairement au filetage des répliques, on dévisse dans le sens anti-horaire et on visse dans le sens horaire. La vis est assez longue parfois. Donc on vient vérifier, ok, tout est bien parti. On fait glisser la vis ici même. On fait attention sur notre modèle, on a un petit rondelle. Ah oui, faut pas la perdre. On la met de côté. On vient appuyer dans le tube de crosse si jamais ça descend pas, mais là
j'ai un petit peu forcé. On a un écrou, une rondelle de serrage qui vient maintenir le tube de crosse accroché au lower de la réplique. On enlève notre tube et on a une petite pièce qui se sauve. On va la remettre dessus. On a séparé notre tube de crosse. Ça, je laisse toujours le mettre de côté. Chose qui est bien sur notre réplique, c'est qu'on dispose d'un ressort QD, un QD Quick Detach. Donc c'est le système qui va permettre de changer de ressort selon les terrains, selon là où on va jouer et selon la puissance dont on a besoin. Donc ce qui permet d'accéder au ressort sans démonter jusqu'à la gearbox. C'est ça, c'est super pratique et maintenant c'est quasiment devenu un standard dans toutes les répliques. Donc le voilà. On va filmer pour que les gens puissent bien voir. C'est vrai, on identifie bien qu'il y a un emplacement. Alors, pour l'enlever, on voit qu'on a une empreinte en forme de clé Allen. On ne prend pas de tournevis, on ne prend pas les mains, parce qu'il y a quand même de la tension là-dedans. Si on se prend le guide-ressort dans les yeux, ça peut faire mal. On prend bien les outils adaptés. Moi ici, je pense que ça va être une clé de 6 de mémoire. Parfait, donc on vient enclencher la clé dedans. On appuie légèrement pour exercer une pression et on vient tourner jusqu'à ce que ça sorte. Tu vois, on a des petites dents sur le guide-ressort. Ces dents-là viennent se bloquer de chaque côté de la gearbox pour éviter que ça se sauve. On a accès au ressort et au guide-ressort qu'on va mettre de côté. Aussi vachement super pratique lors du démontage d'une gearbox, permet d'éviter toute tension lorsqu'on va ouvrir la gearbox. Pour éviter que ça saute, comme ça peut être le cas sur la vidéo AEP où tout est parti. Donc là maintenant, on va retirer cette petite pièce qui fait que de s'en aller. Donc ici, en fait, il s'agit tout simplement du bolt catch factice de la réplique. Donc voilà, là maintenant, on va s'attaquer à la poignée moteur. Pour ce faire, on voit qu'il y a deux vis cruciformes. Donc on choisit le tournevis le plus adapté. Dans mon cas, ça va être lui. On vient dévisser tout en exerçant toujours une pression sur cette partie-là de la plaque moteur. C'est elle qui vient maintenir le moteur en place. Donc on garde le pouce, pas besoin d'appuyer fort dessus. Juste un simple maintien, c'est suffisant. Parce qu'il faut savoir que le moteur est également en tension avec un ressort, donc il est quand même important de maintenir le tout. Donc on dévisse, on vient récupérer les petites vis et les mettre de côté. Voilà, tu vois, regarde. On voit bien que la plaque est sous tension. Donc on la soulève, on vient la mettre de côté et nous avons donc accès au moteur ainsi qu'au câblage du moteur. On s'équipe d'un petit outil recourbé. Bon, moi ici j'ai pris une petite pince à épiler parce que c'est ce que j'utilise tout le temps pour ce genre d'opération. On vient prendre le câble ici en maintenant son doigt côté opposé et on fait un léger effet de levier et ça vient tout seul. Idem pour l'autre câble de l'autre côté. Si ça force, ça se peut que certains câbles soient soudés. C'est très rare, mais ça se peut. Donc on vient écarter les câbles pour pouvoir sortir le moteur. Alors on fait attention aux câbles, on ne veut pas les abîmer non plus. Toujours avec notre petit outil recourbé, on vient de ce côté-là soulever le moteur. Là, on l'a sorti. Alors quand on fait cette opération là, on fait par contre extrêmement attention à pas trop appuyer, trop faire levier, puisqu'on a les deux ressorts ici. Ces ressorts maintiennent les charbons du moteur et ces charbons ils sont indispensables au bon fonctionnement du moteur. Donc si on abîme ces ressorts, on peut toujours les enlever, les redresser, mais mieux de ne pas les abîmer, de faire très attention. Une fois qu'on a réussi à lever le moteur, hop, on le sort complètement. On va le mettre de côté et on n'oublie pas de sortir aussi son ressort. Donc là nous avons donc la poignée moteur vide, sans son moteur, avec à l'intérieur 4 vis cruciformes. Donc hop, on vient dévisser les 4 vis en faisant attention qu'elles ne tombent pas dans la gearbox. Bon, c'est pas un drame si ça tombe, mais c'est compliqué à les attraper après. Donc une dévissée, deux dévissées, trois dévissées. Ouais, costaud celle-là. 4 dévissées. Donc moi j'ai préféré laisser les vis dedans, ça évite de les perdre. On peut les enlever et les mettre de côté. Donc on y va tout doucement et on fait extrêmement attention quand on retire à pas d'un coup sec en étant joyeux en disant ouais j'ai réussi à retirer ça. Non, on a les câbles avec nos petits connecteurs là. On va les retordre un tout petit peu vers le haut, pas trop parce que c'est des connecteurs qui sont assez fragiles et assez embêtants à remplacer. Donc on les replie un tout petit peu pour pouvoir faciliter le passage. Parce que comme tu peux le voir à l'intérieur de la poignée, il y a des trous par lesquels passent les câbles. Le connecteur il est à 90 degrés, ça va pas le faire. Hop, on voit le premier câble, c'est le noir à passer, donc on le fait passer gentiment sans lui tirer dessus. Et le deuxième pareil. Donc là nos vis sont toujours en place. Moi ce que je fais, peu importe, un petit outil, on vient les rappuyer au fond pour pas qu'elle se sauve. La poignée moteur, on peut la mettre à plat, il n'y a pas de problème. Et nous voilà avec la poignée moteur retirée. Il nous reste encore quelques petites étapes à faire. Donc retirer cette goupille, celle qui se situe ici, et le magazine catch. Le bouton d'éjection de chargeur. Donc pareil, tournevis cruciforme. Alors là, le gros ira pas, donc moi je vais prendre un tout petit. Hop, on vient dévisser. Parfois la vis se situe en plein milieu, parfois elle se situe sur le côté. C'est des vis 6 pans de taille 1,5. Parfois elle se situe au-dessus. Faut vraiment voir selon le modèle de réplique comment le retirer. Donc hop, on met ça de côté. Le petit ressort et la pièce, et moi pour éviter de les perdre, eh ben, je les rassemble et ça on le perd pas. Nous avons donc retiré notre Mag Catch, il nous manque 2 goupilles, donc les goupilles, chasse goupille, pas de secret, un marteau, on tape. Elle n'avait pas envie de partir elle. Donc la goupille de côté, on va ranger notre outil. Donc il nous reste la petite goupille à enlever, on va la retirer avec le petit chasse goupille. Donc il y a un sens, hop. Donc voilà, tiens, tu vois, notre petite goupille, elle est crantée. Il y a bien un sens pour la remettre, comme ceci. Donc hop, on va la mettre de côté. On a donc notre corps complètement à nu, notre gearbox prête à être démontée. On passe le sélecteur entre safe et semi, on tire et ça vient tout seul. On fait attention au câblage. Ça, je vais le mettre de côté. De côté également. Nous voilà donc avec une gearbox à nu. On accède enfin au cœur de la réplique.
Donc voilà, maintenant qu'on a accédé au cœur de la réplique, nous allons nous concentrer sur la gearbox et procéder à son ouverture afin de découvrir plus en détail ce qui se cache à l'intérieur. Donc là, on voit qu'il y a des vis et on peut voir que ces vis sont pas toutes de la même taille. Donc ce qu'on va faire, on va ranger ces vis selon l'ordre on les démonte, c'est-à-dire on va partir d'ici, hop, 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 et on va faire pareil, hop, 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 hop. Donc ici, tournevis cruciforme, commencer par celle du fond. Je pense que ces 4 là sont la même taille, donc... Bien pratique ce petit tapis. Ah ouais, super pratique. 2, 3 et 4. Donc tac, tac, tac. On va prendre celle-là, là. Pareil, même si les trous sont un peu plus petits, ça tient bien. Donc voilà Clément, on arrive au moment d'ouvrir la gearbox. Petite chose à savoir, sur certaines gearbox, nous disposons de ce qu'on appelle un seau de garantie. Ici présent. Il faut savoir que si ce seau est cassé, votre réplique ne sera plus acceptée nulle part en SAV. Lorsqu'on ouvre une gearbox, on le fait à ses risques et périls. Donc, avec un petit outil, on va venir se positionner à l'intérieur ici, là où il y a le nozzle, et on va faire ce qu'on appelle un effet de levier. On va lever l'avant tout doucement, en maintenant, en faisant attention que toutes les pièces restent quand même bien en place dans la gearbox. Il peut parfois que les engrenages restent coincés dans les bearings ou dans les bushings. Là, on peut s'aider d'un petit outil assez fin pour pouvoir les faire descendre. Bon là, apparemment, c'est pas le cas. Donc, on vient ouvrir tout doucement, en faisant attention que rien ne saute. On maintient la détente parce que parfois celle-ci peut sauter. On ouvre et nous avons accès au cœur de la réplique, au cœur de la gearbox. Il y a quand même pas mal de pièces. Hein. Effectivement, donc tout de suite, ce que je vais faire moi, c'est pour éviter que ça saute, on va enlever la détente parce que celle-ci, avec son ressort, a tendance à sauter. Donc, on va la mettre là de côté avec son ressort. Est-ce que David, tu pourrais nous expliquer toutes les parties qui composent la gearbox? Alors, on va faire ça de suite. Je sécurise d'autres emplacements qui étaient en tension. Donc, nous avons donc la détente avec son ressort. Nous avons ici 1, 2 et 3, ce qu'on appelle les engrenages. C'est eux qui vont faire reculer le piston et qui va permettre l'action de tirer. Nous avons cette petite pièce là qui saute aussi, elle, de temps en temps. D'ailleurs, on va la retirer maintenant. On ne présente plus, hein, c'est l'anti-retour. Qui permet aux engrenages de ne pas aller dans le sens inverse. Nous avons donc ici ce qu'on appelle le safety lever, c'est la sécurité. Elle va venir bloquer la détente, c'est une sécurité mécanique. Elle va se mettre comme ça, et la détente, quand on va vouloir appuyer, elle ne pourra pas se fonctionner. Nous avons donc toute cette partie-là, ici, qu'on appelle le chariot. Le chariot, le contacteur, qui lui est relié au câble électrique. Donc c'est lui qui va permettre le contact entre cette partie-là et les lamelles, qui va faire tourner la réplique, qui va la faire fonctionner. Nous avons donc ici le tappet plate. Le tappet plate, lui, il est relié à cette pièce-là, le nozzle. Donc on va pouvoir les désassembler, enfin je te les montre un peu plus en détail. Donc le tappet plate, lui, va venir faire reculer le nozzle, il va permettre aux billes de se chambrer à l'intérieur du bloc hop-up. Ensuite, nous avons donc l'ensemble pneumatique, tête de cylindre, piston et sa tête de piston. Nous avons donc aussi, on va prendre cette partie de la gearbox là, ces petits ronds métalliques qu'on voit là. Ce sont des bearings ou des bushings. Ici, dans notre cas, ce sont des bushings qui permettent qu'à l'âge total des engrenages, les mettre bien en place, bien droit pour pas qu'ils bougent. Quelle est la différence, David, entre les bushings et les bearings? Alors ici, on voit que, on va en démonter un. La différence entre un bushing et un bearing, c'est que le bushing, lui, est une pièce métallique qui est faite d'une seule pièce, un seul bloc, et notre bearing, quant à lui, c'est plein de petites pièces métalliques avec des roulements. Littéralement, c'est un roulement à billes en fait. Nous avons aussi par-dessus ces bushings pour caler nos engrenages à la bonne hauteur, ce qu'on appelle des rondelles de calage, autrement appelées des shims. Donc ce sont des petites rondelles qui existent en plusieurs dimensions, plusieurs tailles, plusieurs épaisseurs, et vont permettre, donc comme je t'expliquais, un calage parfait des engrenages sur leur axe vertical. Nous avons ici ce qu'on appelle le cut-off lever. Donc le cut-off, il va agir comme un levier qui va venir déconnecter le chariot ici présent et lui permettre de revenir en arrière pour pouvoir faire du semi. Lorsqu'il est enclenché comme ça, tu vois, c'est ce qui va permettre de venir faire du semi. Lorsqu'il est désenclenché, il n'y a rien qui le retient. Donc le chariot, il va rester appuyé et il va faire du full à chaque cycle. Comme tu le vois, ce cut-off lever aussi, il a une petite forme particulière ici. Donc il vient déconnecter à chaque passage de l'engrenage, puisqu'on a ici une petite pièce qui est en forme de goutte d'eau. Donc dès que la pièce va venir, hop, ça va déconnecter, hop, ça va déconnecter, hop, ça va déconnecter. Pour finir, nous avons de l'autre côté de la gearbox que le sélecteur plate. Il est là, lui, pour faire office de sélecteur et guider nos modes de tir. Lui, il va venir jouer avec le cut-off lever pour permettre le tir en semi ou le tir en full auto. Donc maintenant qu'on a vu toutes les pièces Clément, on va passer à l'extraction de toutes celles-ci afin de pouvoir nettoyer la gearbox en profondeur et de voir ce qu'on pourra faire avec après. Et pourquoi il est nécessaire, David, de nettoyer les pièces et la coque de gearbox? Alors, comme tu peux le voir ici sur les deux coques de gearbox, on a un graissage parfois qui est sommaire ou parfois qui est trop important. Ce graissage sert seulement pour les conditions de stockage avant que le réplique arrive chez nous autres utilisateurs, airsofters, pour permettre pas que ça s'oxyde ou pas que ça se bloque à l'arrivée. C'est pour ça qu'il est primordial en fait de tout enlever et nettoyer sa gearbox correctement, de la regraisser correctement afin d'éviter une usure prématurée des engrenages, des pièces et parfois des casses. Donc allez, on va tout retirer. Alors je remets directement les shims à leur emplacement parce que si le calage a été fait correctement, on pourra réutiliser ces shims pour caler nos engrenages à nous correctement. Dans 70-80% des cas, il faut refaire le calage. Donc tournevis, on enlève le safety lever, toujours avec un petit outil, on vient faire levier. Hop, on fait attention, dans le safety lever, il y a un petit ressort. Ah oui. On vient rassembler le tout pour ne pas perdre la pièce.
hop, on vient remettre la vis dedans. On visse, on vient prendre un petit récipient afin de mettre toutes les petites pièces qu'on va retirer de la gearbox à l'intérieur pour pas les perdre. Ici sur le tapis, ça va être très compliqué de les retrouver après. Donc on voit qu'on a notre contacteur qui est relié à un ressort avec une petite pince ou même avec les doigts. Ce qu'on peut faire, c'est venir faire levier sur ce petit ressort et le retirer. Idem, on va le mettre de côté. Notre contacteur, là, ici, celui-là, on va pas pouvoir le retirer comme ça. On a une vis cruciforme ici, on va la dévisser. On vient récupérer la petite vis tout doucement et la mettre sur notre tapis. On a donc notre contacteur, il suffit juste de tirer un petit peu dessus et on le sort. On a ici ce qu'on appelle le chariot, le contacteur qui est là. Donc l'action du chariot sur le contacteur, ça va être celle-ci, tu vois. Hop, les petites lamelles qui viennent se toucher. Donc ça, pour l'instant, on va le mettre aussi de côté. On a donc notre cut-off lever ici, qui est maintenu aussi avec une vis cruciforme. On y va avec le tournevis. La vis, on la récupère et on vient la placer à côté. Donc voilà, tu vois, quand je te dis qu'il est important de être organisé, regarde le nombre de vis qu'il nous faut juste pour une gearbox. C'est sûr. Donc on vient extraire le cut-off lever. Idem, on va le mettre de côté. On fait attention. Tout à l'heure, le cut-off lever, on dit qu'il était relié au selector plate et on voit qu'il y a un petit ressort. Alors on va venir faire glisser le selector plate vers l'avant en essayant de ne pas bloquer le ressort et il s'est sauvé, tant mieux. Donc hop, on va pousser ça, on le retire. Le petit ressort dans la petite coupelle, le selector plate à côté. On va maintenant enlever les bushings. Donc on l'a vu tout à l'heure, c'était un petit peu costaud, un marteau, un bon petit chasse-goupille. On n'y va pas trop fort, on tape quand même, on n'est pas peur de les retirer. Et nous voilà avec notre gearbox mise à nu. Nous allons donc procéder à son nettoyage ainsi qu'au graissage. Donc là, comme on peut voir, le graissage n'est pas... Un peu baveux. C'est pas propre. Le graissage n'est pas très fou, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a même trop peu, je trouve. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est avec l'aide d'un chiffon, venir essuyer vraiment ce qu'il y a à l'intérieur ici, là, pour en enlever le maximum. Donc, comme on voit déjà, il n'y a pas besoin de plus. Hein. On va venir faire pareil sur l'autre côté de la coque. On va venir dans le rack du piston ici faire pareil. Alors si vraiment ici ça ne veut pas s'enlever, une brosse à dents, un petit coup de dégraissant et ça part. Moi je pense que c'est ce que je vais faire rapidement. On va prendre notre brosse à dents. On va s'équiper d'un gant, il n'y aura pas besoin de deux. J'ai l'impression que tu vas faire une opération chirurgicale. Il faut prendre des gants qui sont quand même assez costauds. Les produits restent quand même des produits chimiques. Ça peut être corrosif, ça peut être dangereux. J'ai souvenir sur l'épisode AEP, le gant avait fondu à la fin de l'opération. Le gant avait complètement fondu. Donc là on va venir, hop, on fait attention aux projections. Un petit peu sur la brosse à dents, on va venir. Et tu vois, ouais, ça part bien. Ça part tout de suite, il n'y a plus rien. On peut effectivement donner un petit coup ici aussi, mais grosso modo, c'est tout bon. Pour leur graissage, donc on va venir s'équiper d'un petit pinceau, de la graisse. Alors, pièce métallique, pièce en mouvement, pour moi c'est graisse lithium. D'autres utilisent d'autres graisses, mais pour moi le lithium c'est le meilleur rendement. On en met dans le rack du piston, dans la coque là et dans celle-là. Par acquis de conscience, j'en place toujours un tout petit peu là où le tapet de plate vient glisser. Et donc sur une autre pièce en mouvement. C'est ça, malgré que ce soit une pièce plastique, ça évite les frottements, ça évite l'usure, ça évite la casse, c'est toujours pratique. Comme disait un grand homme, le gras c'est la vie. Et le beurre c'est le bonheur. Tout à fait. Une fois qu'on a fini, on vient essuyer le pinceau pour éviter d'en mettre partout. Et pour le moment, on peut refermer notre pot de graisse. Voilà pour le graissage de la gearbox. Bon bah je pense qu'on est bon, maintenant on va pouvoir passer au remontage de la gearbox. Voilà, donc nous allons donc passer maintenant au remontage de la réplique. On va commencer, Clément, par les engrenages et leur calage, mais avant tout, un petit nettoyage s'impose. On va réutiliser les mêmes que ceux qu'on avait d'origine? Alors oui, il faut savoir que les engrenages Specna, ils sont de très bonne qualité. Ils sont assez costauds, ils peuvent supporter des gros ressorts, parce que d'origine, on a un ressort M110 dans la réplique, donc avec notre config, ça devrait pas poser de problème. On va récupérer ce petit ramequin, placer nos engrenages un à un dedans. On va s'équiper de gants de protection. Là, ce coup-ci, on va mettre les deux, parce que les deux mains vont aller dans le produit. Petite brosse à dents, on écarte un petit peu histoire d'avoir de la place. On voit qu'on a laissé nos chimes dessus, on va les laisser dedans et on va les nettoyer un petit peu aussi. On pulvérise un petit peu de produit et on va venir brosser pour enlever toute l'ancienne graisse qu'il y avait. Alors ce qu'on veut faire ici, c'est vraiment enlever les grosses boulettes de graisse afin de rendre l'engrenage le plus propre possible. On finira le nettoyage avec un chiffon. On est plus ou moins bon. Un petit coup de chiffon et on répète l'opération, tous les engrenages. En même temps, ce qu'on peut faire, c'est inspecter visuellement les engrenages afin de regarder si toutes les dents sont présentes. Ça permet d'éviter un changement express d'engrenage. Donc s'il reste les chimes dessus, c'est pas bien grave, on peut les laisser. On verra ensuite pour le calage, si le calage d'origine était bon ou pas. Et voilà notre dernier engrenage nettoyé. Donc on va maintenant s'attaquer à la partie du calage. Et pour ça, nous allons avoir besoin de shims de différentes tailles. Voilà, il y a toute la panoplie. Il faut savoir que la marque FPS Softair, c'est une super marque pour tout ce qui est upgrade interne, que ce soit en termes de pneumatiques ou même de petits shims, tous les sets qu'ils proposent, les vis, les ressorts, ce sont des produits de très haute qualité. Alors, le calage des engrenages. Donc, on va remplacer nos bushings d'origine par des bushings SHS. Ce sont des bushings de plus grande qualité qui sont usinés plus précisément, donc ça devrait améliorer grandement la fluidité de nos engrenages. Il faut savoir, lorsque l'on choisit nos bushings ou bearings, il faut faire attention et mesurer la taille du trou. On parle de la taille interne qui est souvent 7, 8, dans de rares cas 9 mm. Nous ici, on part sur des bushings de 8 mm. On est
plutôt pas mal. Le métal n'est pas déformé. Ok, donc on va passer au calage des engrenages. Alors, pour le calage des engrenages, moi, ce que je conseille de faire, tout simplement, c'est de enlever quand même les shims d'origine, puisqu'on va repartir de zéro. Placer le premier engrenage, l'engrenage qui va se faire entraîner par le moteur dans le bushing, refermer la coque par-dessus déjà dans un premier temps à la main, et faire tourner l'engrenage et de voir s'il a beaucoup de jeu. Il faut qu'en jeu horizontal, notre engrenage, il est moins d'1 millimètre. Ouais, c'est vraiment petit pour le coup. Et là, c'est pas la peine d'aller plus loin, puisqu'on voit que le jeu est vraiment énorme. Donc là, on va regarder pour faire un petit calage. Donc on va reprendre les shims d'origine. Il va me falloir un tout petit peu de graisse pour les maintenir en place, juste un petit peu pour le maintenir. Donc ça permet de fixer les shims, de les graisser. C'est pour pas qu'ils se sauvent à chaque fois qu'on va enlever, de remettre. Donc on va déjà mettre un premier shim en bas et voir ce que ça donne au niveau de l'étail. Donc on voit qu'il y a toujours du jeu. Donc là, on va s'attarder à la partie du dessus. Je disais donc avant, moi, je veux juste vérifier quelque chose. Il faudra peut-être en remettre un en dessous aussi. On va ouvrir les shims FPS Softair. Je pense qu'un shim de 20 devrait faire l'affaire. Alors, les shims, c'est bien de se procurer un set de toutes les tailles complètes. Même si on les utilise pas, c'est toujours utile pour de futurs upgrades. Voilà, ça c'est le genre de jeu qu'on veut en fait. Ah, c'est vraiment tout petit quoi. Juste en fait assez pour qu'il puisse se mouvoir. C'est ça. Que là, faut pas oublier qu'on a notre gearbox n'est pas resserré avec des vis, donc il va y avoir une force supplémentaire qui va se mettre sur nos engrenages. On peut faire le test maintenant. Hein. On va serrer les deux vis là et celle-là. Comme une étape de patience pour trouver le bon réglage. Il faut vraiment prendre son temps. La patience, c'est le mot qu'il faut. Pas se précipiter, sinon on fait des erreurs. Donc on vient serrer, pas trop fort, mais on vient serrer de manière convenable. Et on va venir regarder le jeu que présente notre engrenage. Il n'y a presque pas de jeu. L'engrenage, par contre, on voit qu'il est fluide. Ça, il n'y a pas de souci. Donc ce calage pour cet engrenage est parfait. On va venir sécuriser les shims dessus en y ajoutant un petit peu de graisse. Et on répète l'opération pour tous les engrenages. Et du coup, David, chaque engrenage a un nom spécifique? Oui, alors oui, chaque engrenage a bien un nom spécifique. Pour l'engrenage du pignon, enfin celui-là qui sera entraîné par le pignon moteur, on va parler du bevel gear. L'engrenage du milieu, on va parler du spur gear. Et l'engrenage qui entraîne le piston, on va parler là d'un sector gear. Petit moment SMR pour vous. On est vraiment pas mal là. Donc voilà, on vient de caler le dernier engrenage. Maintenant, il nous manque plus qu'à assembler les trois ensemble et voir si tout est parfait. Alors moi, je vais déjà check comme ça à l'œil dans un premier temps. Si on est pas mal, on voit que ça touche pas. Alors, je sais pas si tu vas pouvoir le voir à la caméra. Je vais essayer. Entre cet engrenage-là et celui-là. Donc tu vois, on a la partie du bas où on a la partie dentée qui vient sur la partie dentée d'ici. Il faut vraiment pas que ça soit collé. Il faut pas que ce soit trop haut non plus parce qu'il faut vraiment qu'il y ait un maximum de grip sur les dents. Là, on voit qu'il y a un tout petit jeu entre la roue là où vient se poser l'anti-retour et la roue de l'engrenage. Entre ces deux-là, on est parfait. On veut pas plus, on veut pas moins. Ensuite, je vais tourner et on va venir se regarder entre celui-ci et celui-là. Idem, on veut un jeu, on veut pas que ces dents-là touchent ici, mais on veut pas non plus qu'il y ait trop peu de grip. Là, on voit, on est à peu près à la moitié. Pour moi, c'est trop. Donc, on va descendre un tout petit peu. On va prendre les shims qu'il y avait ici en bas. On va les remettre en haut, mais pas beaucoup. Là, pour le coup, cette partie-là, c'est vraiment de l'horlogerie. Hein. On va enlever les deux gros en 50, les remettre en haut et voir celui-ci. Et ensuite le poser et regarder ce que ça donne. Et là, comme tu peux le voir, on a réduit le jeu ici et là. Là, on touche pas. On va fermer la gearbox, serrer les vis et regarder vraiment par les petits trous ce que ça donne. Mais pour moi, là, on est vraiment bon. Bah allez, on va voir ça. On est vraiment sur ce qu'il faut. Tes engrenages sont donc calés. Et bah nickel. Donc quelle est la partie d'après qu'on va remettre dans la gearbox? Alors maintenant, on va s'attaquer à la partie pneumatique. Tu vas voir, c'est hyper simple et rapide. Donc là, comme on a fini de caler nos engrenages, on sécurise toujours nos shims avec de la graisse et on va les laisser comme ils sont pour l'instant. On veut pas les perdre, on veut pas que ça se sauve. Nous, on va donc s'occuper de la partie pneumatique. Tout ce qu'on garde pas, on va le mettre de côté. Ça peut toujours servir pour d'autres répliques. Donc moi ici, tu vois, j'ai ramené des petits sachets. On garde pas, on va les prendre et les mettre dedans. On pourra mettre ça de côté pour tes futurs upgrades, des pièces qui cassent ou autre. C'est cadeau. Et merci. Donc pour la partie pneumatique, on est parti sur des pièces de chez FPS Softair qui font partie pour moi des meilleures pièces d'upgrade disponibles sur le marché, de par leur coût, mais surtout de par la qualité de fabrication de ces dernières. Il faut savoir que c'est des trucs qui sont ultra étanches une fois montés. D'ailleurs avec ça, on a upgradé notre Major 2. Avec un ressort M90, on arrive quand même à taper à 370-380 FPS. Donc tu vois à peu près où c'est que ça peut t'amener. Donc on va s'occuper de la partie cylindre, tête de cylindre. Beau petit cylindre usiné en CNC. La qualité du revêtement, je te dis pas toi, sûr d'avoir aucune accroche, d'avoir un mouvement ultra fluide, c'est tout juste parfait. Hop, donc petite tête de cylindre. Pour pouvoir la glisser plus facilement à l'intérieur du cylindre, moi je conseille de mettre une petite touche de graisse silicone à l'intérieur, puisqu'on a nos joints ici, et même avec ça encore c'est costaud. Hop, donc on vient le mettre correctement, on s'assure que ici
on est bon. On va venir y ajouter le nozzle. Alors, petite spécificité dans le nozzle, nous avons donc le nozzle, mais nous avons aussi deux petits joints toriques. Ces deux petits joints vont être installés à l'intérieur du nozzle. Un des deux petits joints. Dans 99% des cas, on va prendre le gros joint et l'installer, et le petit, on va le mettre de côté. Pour l'installation, c'est très simple. On prend ça, on va le mettre dedans. On va commencer par rentrer un premier côté. Ensuite, avec son doigt, on appuie. C'est rentré. Petit outil, petit tournevis, enfin petit outil qui puisse rentrer dans le nozzle. Et on va venir mettre le joint dans la rainure prévue à cet effet à l'intérieur. Et voilà. Sans trop forcer pour pas abîmer le joint, pour pas le pincer et ainsi détériorer son action. On va venir une toute petite goutte, vraiment toute petite, hein. Voilà, pas plus, pour lui permettre de coulisser correctement sur la tête de cylindre. Là, on voit que c'est parfait. On va aussi récupérer donc notre piston qu'on va nettoyer avant. Même principe que tout à l'heure. On garde que le piston et pas sa tête. Non, la tête de piston, on la garde. On va la changer vraiment. Même si elle me fait confiance, puisque dans la Specna d'origine, les performances sont vraiment assez bien. Mais par souci de compatibilité, on préfère tout changer et garder les pièces du même constructeur. Je vois déjà que le piston a un rack d'acier d'origine, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de le changer. C'est exactement pour ça qu'il y a besoin de le changer. Il va pouvoir supporter des ressorts jusqu'au M120 maximum. Voilà, donc on va maintenant procéder au nettoyage du piston. Donc même procédure que pour les engrenages, un peu de produit dégraissant avec brosse à dents de belle maman, on vient et on frotte. Donc pareil comme tout à l'heure, si on n'arrive pas à tout enlever, c'est pas grave, hein. La graisse on va l'enlever après avec le chiffon, ce qui reste. Là ce qu'on veut c'est vraiment enlever les grosses boules de graisse qu'il y a partout. Voilà, donc on a quelque chose de plus ou moins propre là maintenant. On va donc récupérer notre chiffon, bien essuyer le piston. Il faut vraiment passer partout, même dans les racks ici, tu vois, pour les dégraisser correctement. Alors on avait bien besoin. Hein. Là, il était vraiment très sale. Nous allons donc venir maintenant démonter la tête du piston. Pour ce faire, une petite vis cruciforme à dévisser. Parfois, les vis de tête de piston sont sécurisées avec du frein filet. Parfois nécessaire de chauffer un petit peu la vis avant de pouvoir dévisser. Donc pour la chauffer, on prend un fer à souder. Tout bon airsofters doit en avoir un. On vient placer la tête du fer à souder dans la vis, on laisse chauffer quelques secondes. Et ensuite, on va pouvoir retirer la vis correctement. Donc on sépare, hop. Et tu vois ce que je te disais, on voit qu'il y avait du frein filet. Donc c'est pour ça que j'ai eu autant de mal à desserrer la tête du piston. Donc cette partie-là, nous n'en avons pas besoin. Je vais donc resserrer la tête du piston, la mettre dans un petit sachet, car même si nous n'aurons pas besoin de cette pièce dans cette réplique, qui dit qu'on n'en aura pas besoin dans une autre? Tu fais toujours des pièces de remplacement au cas où certaines cassent. C'est ça. Nous allons donc installer sur ce piston une tête de piston FPS Softair. Il faut savoir que chez DG on aime beaucoup FPS Softair. Personnellement, toutes mes répliques sont upgradées avec du FPS Softair. J'ai jamais eu à m'en plaindre, dont la fameuse PKM qui nous a servi pour la dernière vidéo sur les gunners. C'est vraiment des pièces de super bonne qualité. Donc pour installer la tête de piston, rien de plus simple, un trou, hop, et voilà. On vient prendre les roulements ainsi que le guide pour la vis. Ce qu'on peut faire ici sur nos roulements, c'est ajouter un petit peu de graisse, ça fait pas de mal, ici et en haut. Donc en haut, on prend, on referme la petite vis dedans et on vient serrer. Alors attention, ça reste de l'aluminium, ça reste un métal qui est assez tendre. On ne veut pas serrer trop fort pour éviter que le métal ne s'abîme à l'intérieur et que le pas de vis soit complètement mort en fait. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir procéder à ce qu'on appelle au test de la seringue. Juste avant, encore un petit coup de graisse à l'intérieur du cylindre afin de permettre une fluidité de mouvement et des joints. Hop. Voilà. Le test de la seringue, il peut s'effectuer en deux étapes. D'abord, à quoi il va nous servir? Il va nous servir à vérifier l'étanchéité optimale de notre ensemble pneumatique. L'étanchéité optimale, c'est-à-dire qu'il n'y a ni de fuite d'air au niveau de la tête de cylindre, ni de fuite d'air au niveau du nozzle. Pour ce faire, rien de plus simple. On prend le doigt, on bouche le nozzle, on recule le piston ou on le sort et on le réinsère et on vérifie l'étanchéité. Donc au niveau de l'étanchéité, on voit que ici, j'ai aucune perte d'air une fois le nozzle fermé. En position fermée, c'est-à-dire que le nozzle il est appuyé contre la tête de cylindre. On va faire la même chose mais en position ouverte, c'est-à-dire qu'on va venir insérer le tapet de plate et le nozzle ensemble. On va ouvrir le nozzle, venir le bloquer sur le côté là et faire la même chose. Et on voit que ça passe pas. On va être bon au niveau étanchéité. Hein. De ce côté-là, on est vraiment béton. Donc voilà, maintenant on a un ensemble pneumatique, monté et étanche. C'est tout bon. Donc maintenant, nous allons passer à la partie électrique. Pour ce faire, nous allons remplacer le contacteur d'origine par un MOSFET de chez Gate, le Titan, qui est une des meilleures alternatives disponibles sur le marché, de par ses nombreux réglages et du fait qu'il dispose d'une détente optique. Donc moi, Cleb, je te propose qu'on aille le monter de ce pas. Donc pour le monter, on va disposer du dessus de la gearbox. On va donc ouvrir délicatement la boîte. En fait, c'est Noël avant l'heure. Ouais, tu vas voir, Gate, ils ont le souci du détail. Tu vas même avoir un petit bonus avec ton Titan. On dit pas non aux goodies supplémentaires. Hein. Un joli patch. Allez, ça ira dans ma collection. Donc en ouvrant la boîte, pas compliqué, un quick start guide que je conseille à tout le monde de lire. Il est important de bien savoir monter son MOSFET afin d'éviter panne, casse ou mésaventures futures. Important, bien le lire. Écoute, ça me fera ma lecture pour ma table de chevet. Nous avons donc dans la boîte le kit d'installation. Ce dernier, il comprend mounting set M2. Donc ce sont des vis de type M2 pour la gearbox, c'est ce qu'on va utiliser nous. Un M2.5, on n'en aura pas besoin. Connecteur 7, si jamais on souhaite remplacer les connecteurs de sa batterie, il n'est pas forcément antédine. Nous, c'est pas notre cas. Et dans cette petite boîte, des autocollants pour le sélecteur plate. On va les mettre de côté parce qu'on en aura besoin. Dans la boîte, c'est tout ce qu'il y avait, plus besoin de la garder.
hop. Et enfin, pour finir, le MOSFET en lui-même. Alors, on fait très attention au MOSFET. Comme expliqué, ce dernier dispose de capteurs optiques. On ne met pas les doigts dessus, on essaie d'éviter de toucher à ces capteurs pour ne pas les obstruer, qu'ils soient plus efficaces au niveau des détections des engrenages et de la détente. Pour le montage, rien de plus simple, on sépare le haut et le bas, en faisant attention encore une fois à ne pas mettre les mains sur les capteurs optiques. Je vais te les montrer. Donc les capteurs optiques ici, ils sont là. Il y en a un là, tu les vois? Ici, là. Ils sont tout petits. Hein. Donc on y fait vraiment très attention, ce sont des petites pièces vraiment très fragiles. Nous en avons un autre ici, donc qui est lui le capteur de détente, nous en avons un autre ici aussi. Donc voilà, on fait vraiment très attention à ces petites parties. Pour le monter, rien de plus simple. On va enlever les engrenages de la réplique, on n'en a pas besoin pour le montage. On vient donc s'équiper du mounting set M2, on vient ouvrir le sachet. Dans ce set, qu'est-ce qu'il y a? Alors nous avons une toute petite vis qui va être la vis de fixation du MOSFET, il va venir fixer la plaquette au corps de la gearbox. Nous avons aussi un washer, ce qu'on appelle un washer, une rondelle en plastique et deux autres rondelles en métal. Donc pour ce faire, on vient d'abord placer dans un premier temps la trigger board en faisant attention. Donc pour l'installation, on va juste poser tout ça là. Non, Bon, bah à la recherche du washer, c'est ça? il est parti tout droit. Il est là. C'est tout petit. Le washer perdu. Tada! Merci beaucoup Clément. Alors petite astuce Clément, pour la pose du MOSFET, on va prendre notre tournevis, y ajouter un tout petit peu de gras afin que la vis puisse coller dessus. On va ensuite poser le washer en métal et pour finir le washer isolant en plastique. Ah, il y a un ordre défini pour cette partie-là? Il y a un ordre défini, mais c'est pour ça qu'il faut bien lire le manuel, suivre l'ordre qui est prédéfini avant. On vient ensuite positionner le tout dedans et on va venir visser la vis très légèrement afin de pouvoir passer les câbles et que ces derniers n'interfèrent pas dans le positionnement du MOSFET. Donc pour les câbles, hop, le gros en premier en bas, on vient le faire passer derrière dans la rigole ici présente, ça permettra de ne pas interférer avec la tête du moteur. On vient ensuite placer le petit câble qu'on vient faire idéalement passer en dessous du gros et idem dans la petite rigole, passer le dernier câble, ensuite venir ajuster la position du MOSFET si besoin et serrer la vis. Nous avons donc notre MOSFET qui est posé, mais avant tout moi je te propose une chose. Comme on a un Titan, moi je te propose de passer sur une détente droite de chez Gate qui était spécialement conçue pour le Titan. Ça va te permettre dans un premier temps d'avoir une plage de sensibilité beaucoup plus importante. Ça va te permettre aussi de pouvoir la régler mécaniquement et ainsi de réduire la course. Chose qui est sympa, c'est que c'est une détente droite et tu vas voir qu'avec ces détentes, la sensation de tir n'est pas la même. Donc les détentes sont fournies sans le ressort. Il faut bien récupérer le ressort d'origine qu'on avait laissé de côté. J'aime bien le design en tout cas. Elles sont très jolies. Une fois notre détente posée, on vient poser le dessus du MOSFET. Et voilà, notre MOSFET est maintenant posé. Nous allons maintenant finaliser le remontage de la gearbox. Nous allons donc passer au remontage de la gearbox. Mais avant, nous avons fait un petit peu de ménage et nous nous sommes donc séparés des pièces que nous ne réutiliserons pas dans la gearbox, à savoir l'ancien contacteur qui ne sera plus utile du fait de l'installation du MOSFET, mais nous nous sommes aussi séparés du safety lever ainsi que du cut-off lever qui eux ne nous seront plus du tout utiles dans ce montage. Les pièces, on peut les mettre de côté, les garder, ça pourra toujours servir pour une autre réplique. Allez, on passe au remontage complet. Donc on va réenlever le haut du MOSFET, on va passer aux engrenages. Le premier engrenage à remettre, c'est celui-ci. On vient ensuite placer l'engrenage qui vient faire contact avec le pignon moteur. L'engrenage qui vient avec... Bien penser à amener le delayer vers la droite. Et David, à quoi sert le delayer? Le delayer, comme son nom l'indique, va te servir à te donner un délai d'ouverture au niveau du nozzle et du tappet plate, qui va te permettre de chambrer les billes plus ou moins rapidement. Donc au niveau de l'installation, c'est très simple. On prend le petit ressort qu'on avait mis de côté, on vient le réinstaller de ici. On vient ensuite positionner tout notre ensemble pneumatique dans le bon sens. Positionner le tappet plate vers l'avant, venir avec un petit outil prendre le ressort et le positionner sur le téton de maintien. Une fois qu'on a fait ça, on vient repositionner le dessus du capteur du MOSFET et on va pouvoir refermer donc la gearbox. Étape cruciale, il y a toujours quelque chose qui va bouger. Normalement. Ça qui est sympa aussi avec du coup le QD, ça permet que lorsqu'on referme la gearbox, elle n'est pas autant en tension. Ce serait le cas s'il y avait encore le guide ressort ainsi que le ressort dedans. J'ai parlé trop vite. T'as quoi qui a bougé? L'anti-retour? L'anti-retour. La fameuse pièce. Entre ça et la détente, c'est les deux qui font vivre un enfer aux mécaniciens. On va maintenir tout ça comme ça, avec la détente, et on réessaye. Encore une fois, il faut de la patience et du temps devant soi pour faire les choses correctement. Voilà, maintenant qu'on vient de refermer la coque de la gearbox, on va pouvoir réinstaller les vis dans le sens prédéfini auparavant, c'est-à-dire dans le sens horaire. Donc on commence ici. Il est bien pratique hein, le tapis. Là, je t'avoue que c'est super sympa ces petits emplacements de vis là. Allez, partons serrer nos vis. Donc comme d'habitude, je les serre pas tout de suite. Je fais une préinstallation et ensuite je viens serrer à la main tout doucement pour pas abîmer le pas de vis de la gearbox plus ou moins. Et là on vient finaliser le serrage. On donne pas de trop gros coups de poignée non plus. Petite astuce Clément, si tu un jour décèles une vis qui se desserre toute seule, tu peux y ajouter un petit coup, une petite goutte de vernis à ongles transparent. Ça va permettre de sécuriser l'emplacement de tes vis et que celles-ci ne se partent pas. Ok, bah je connaissais pas du tout comme astuce. Le coup du vernis transparent, c'est super connu, je l'utilise souvent. Une fois qu'on a serré nos vis, on va vérifier que le nozzle bouge toujours. On va venir mettre la gearbox en tension avec le ressort et le guide ressort.
Hop, donc il m'a l'air costaud ce ressort. Hein. Ah bah celui d'origine de ma Specna, je crois que c'est le M110 que j'avais mis dessus. Afin de vérifier le bon fonctionnement de la gearbox, on va vérifier que le piston bouge bien dans son rack et dans son emplacement. Donc on insère un petit outil dans le nozzle, on va appuyer gentiment, très gentiment. Je pense qu'on va te changer le ressort. Il me semblait que tu avais un deuxième ressort fourni dans ta boîte de réplique. Oui, c'est souvent le cas chez les Specna, il y a un M110 et un M90 qui est fourni. Et ben je pense qu'on va t'installer le M90 parce qu'il y a de fortes chances que tu dépasses la limite autorisée en France des 2 joules avec ce ressort. Ah oui, à ce point. Ouh, il est très dur. Le ressort M90, par contre pas pratique à sortir du tout. Ah, le packaging est joli, mais il est pas pratique. De la pince. Effectivement, celui-ci est beaucoup plus tendre que le dernier. Donc on a ici un ressort linéaire. Peu importe le sens dans lequel on l'insère dans la gearbox, c'est pas grave. Parce que si c'était un ressort non linéaire, il y a un sens. Alors oui, un ressort non linéaire a un sens. La partie la plus serrée va toujours se retrouver à l'arrière de la gearbox. Toujours le petit test afin de vérifier le mouvement. Et là, ouais, c'est le jour et la nuit. Tant que c'est plus facile d'activer le piston. Effectivement, oui. Notre gearbox est maintenant totalement remontée. Nous allons donc procéder à un montage à blanc. Un montage à blanc, c'est très simple. Nous allons prendre la poignée moteur et les monter directement sur la gearbox afin de vérifier le fonctionnement et le cycle de cette dernière. Alors, les vis de la poignée moteur. Voilà, c'est serré. Donc on va donc procéder au passage des câbles. Avant toute chose, on voit que ici ils sont tout droits et que sur notre contacteur de tout à l'heure, ils étaient tordus. Ouais, à 90 degrés. On va devoir les retordre, mais ce coup-ci pas à 90 degrés. On va leur donner un angle un peu moins important afin de ne pas les abîmer pour le montage. Donc le câble rouge est plus court que le câble noir. Le câble noir, on va le faire passer aussi de ce côté-là. On vient appuyer le câble au fond de la poignée et le faire passer vraiment sur le côté ici et le faire remonter derrière. Une fois que ça c'est fait, on vient récupérer le moteur. Donc comme le rouge est le câble le plus court et le noir est le plus long, on va mettre le côté rouge du côté du câble rouge le plus proche. Le câble noir aura largement de distance pour aller jusque là-bas. On vient de finir l'installation du moteur et le passage de câble. Nous allons maintenant connecter ce dernier. Donc pour ce faire, le fil rouge sur le bouton rouge, le fil noir sur le bouton noir. Les couleurs, ça indique quoi, David? La polarité. Le rouge, c'est toujours le plus, le noir, ça sera le moins. Donc on fait attention au câble. Là, ça me paraît pas trop mal. On va venir poser la plaque moteur dessus, poser les vis. Et voilà, notre gearbox est prête pour son premier test. Bon, bah, on espère que tout fonctionne correctement. Hein. Avant toute chose, on va quand même installer le petit sticker sur le selector plate. Ah, ça, c'est les stickers de tout à l'heure qu'on avait de fournis avec le Titan. C'est ça. Donc les stickers, il y en a un blanc avec une partie noire très fine et un blanc avec une partie noire un peu plus grosse. Je conseille toujours de prendre le stickers avec la partie noire la plus grosse et de l'installer sur le selector plate. Pour ce faire, on vient retirer le stickers à l'aide d'une pince et on ne vient pas poser les doigts sur le côté collant du stickers. Pour la pose, on vient poser le stickers, la partie noire vers la droite, comme ça, le plus en haut à gauche possible. Et voilà, un stickers déposé. On vient ensuite replacer notre selector plate. Clément, prêt pour le test ultime? J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Branchement de la batterie. On va ici brancher une batterie LiPo 11.1 800 mAh. Le Titan détecte bien notre batterie. Nous allons voir maintenant ce que ça donne au niveau du cycle. Je trouve que ça tourne plutôt pas mal. C'est sympa. Bon, on n'a pas encore le réglage sur le semi, puisque ça on le fera une fois dans le cours. Il y a peut-être trop de lumière ambiante pour que le sélecteur puisse détecter correctement. Voilà, maintenant que nous nous sommes rendus compte que notre gearbox fonctionne correctement et optimalement, nous allons donc procéder à ce remontage afin de finaliser notre réplique. Donc on va réenlever la poignée moteur et le moteur. On va récupérer les vis et les mettre de côté. La plaque de couche. Voilà, hop, on vient enlever de la poignée moteur, de une et de deux. Hop, on vient retirer tout doucement nos câbles. Et maintenant, on va remonter la gearbox dans le lower. Clément, j'aurais besoin du lower, s'il te plaît. Tada! Impeccable, merci. Alors, on vient repasser les câbles à l'arrière, là où vient se trouver la poignée moteur. Donc, on remet le sélecteur entre le semi et le safe, et ça rentre tout seul. On peut ensuite le passer en semi, venir prendre la première goupille, la placer à l'arrière, et venir lui donner un petit coup avec le marteau. Ah, ça bougera plus. Des bons petits coups. Ensuite, on va venir placer le bouton d'éjection. Attention à ne pas mettre le ressort avant. On serre notre vis. On s'assure du bon fonctionnement de ce dernier. Donc voilà, on vient de remonter notre bouton d'éjection de chargeur. Nous allons maintenant remonter la goupille centrale. Avant ça, il va falloir s'assurer que les câbles du Titan ne soient pas dans le passage. Donc pour ce faire, on vient regarder ici. Et moi, je vois que de ma perspective à moi, les câbles du Titan passent dans l'orifice de la goupille. Donc à l'aide d'un petit outil, un chasse-goupille très fin, on va venir à l'intérieur et appuyer sur les câbles vers le bas afin de les faire descendre de cette manière-là, sans trop forcer. Une fois que les câbles sont bien passés en bas, on vient prendre notre goupille et on l'enfonce tout doucement sans forcer. Si jamais ça force, on arrête, on retire et on regarde que les câbles ne soient pas encore une fois passés par-dessus. Là, c'est pas le cas. On va pouvoir sécuriser l'emplacement de la goupille. On vérifie bien l'autre côté qu'elle soit dedans. Voilà. Et venir tapoter légèrement dessus afin de la mettre en place. Nous avons donc inséré la gearbox dans le corps de la réplique.
Nous allons donc passer au remontage de la poignée moteur, mais ce coup-ci pour le montage définitif. Petite chose, on va changer ton moteur, Clem. On va te mettre un petit moteur SHS High Torque qui, tu vas voir, va booster littéralement ta réplique. On va voir ce que ça a donné. Hein. Allez, hop, donc joli moteur dans son petit écrin en plastique. On va donc passer au montage de la poignée moteur. Donc comme tout à l'heure, on fait bien attention encore au câble. J'ai commencé à la connaître par cœur, la manipulation. Ah oui, on vient resserrer les vis. On refait la même manipulation que tout à l'heure avec les câbles. On les cale bien en arrière. On n'oublie pas de faire le petit chemin pour le câble noir vu que c'est le plus long. Côté rouge, du côté du fil rouge. Ça rentre parfaitement, c'est super agréable. Ce qu'on peut faire avec une petite pince, c'est on va venir appuyer sur les contacteurs pour être sûr qu'ils soient bien rentrés, sans trop forcer au risque d'abîmer la gaine thermo. Une fois que nos câbles sont correctement positionnés, on vient replacer la plaque du moteur et les vis de cette plaque. Nous venons de finir le montage du moteur et de la poignée moteur. Nous allons maintenant procéder au montage du tube de crosse. Pourquoi le montage du tube de crosse? Dans un premier temps, le montage du tube de crosse, il y a une vis. Cette vis va venir se prendre dans le spring guide, ce qui va permettre de le mettre en tension et d'éviter tout faux placement de ce dernier qui ne se mette pas en travers dans la gearbox lorsque nous allons faire un full auto soutenu pour le réglage du moteur. Ok, écoute, je te redonne les éléments. Tiens, le tube de crosse. J'ai la vis et le reste à côté de moi, donc ça, c'est pas un problème. Donc pour le placement du tube de crosse, rien de compliqué. On passe les câbles, on vérifie bien ici qu'on ne soit pas dans le passage. On vient, si possible, plier un tout petit peu le câble vers le bas. On vient enfiler le tube de crosse. On vient prendre la vis de serrage ainsi que la plaquette. En maintenant les câbles vers l'arrière, on enfile tout ça dedans. Hop, on le fait descendre. Avec notre tournevis, on vient prendre la vis. Peu importe que le trou, parce qu'il y a un trou pour passer les câbles qui soient à droite, à gauche ou en bas, du moment où il ne vient pas interférer dans la vis en elle-même. On serre la vis. Voilà, le spring guide et la vis sont enfin alignés. On va pouvoir serrer. Je conseillerais de ne pas trop serrer. Encore une fois, c'est des matériaux qui sont assez tendres en termes de métal. On ne veut pas éclater le pas de vis. On serre modérément, mais on serre quand même pour que ça tienne. Le sélecteur est fonctionnel. La crosse ne bouge pas. La poignée moteur ne bouge pas. Détente fonctionnelle ici aussi. Nous allons donc pouvoir procéder au test et au réglage du moteur. Pour ce faire, on vient brancher notre petite batterie LiPo et on prie pour que ça marche correctement. Nickel, donc pour l'instant on est toujours bon. On dispose à l'arrière d'une vis. Alors parfois c'est une vis plate, parfois c'est une vis hexagonale, parfois c'est une vis cruciforme. Selon les répliques, il va falloir démonter ou non la poignée. Nous ici sur la M4, on a de la chance, pas besoin de démonter la poignée, on va pouvoir régler le calage du moteur via cette vis. On va se positionner peu importe en semi ou en full, puisque de toute manière notre MOSFET n'est pas réglé, nous aurons que du full. Et nous allons régler la hauteur du moteur. Donc le réglage se fait au son, il faut que le son soit harmonieux, il ne faut pas que la réplique crise, qu'elle fasse un bruit de perceuse ou que tout simplement le moteur ne tourne pas. Et pourquoi il est important du coup de caler le moteur, David? Et bien en fait, en calant le moteur, on va pouvoir non seulement prolonger la vie de la réplique, mais prolonger la vie des éléments internes de la gearbox, c'est-à-dire le pignon moteur et le bevel gear, afin qu'ils soient en contact correct et qu'il n'y ait pas d'usure prématurée entre ces deux-là. Donc on va déjà faire un pré-test comme ça. Moi j'entends à l'oreille, il n'y a pas besoin de calage moteur. On va quand même effectuer un petit test pour être sûr. C'est vrai qu'au son, moi ça me paraissait plutôt bien d'origine. Le son est très harmonieux. On va serrer un petit peu la vis de quelques tours. Et là tout de suite on entend. On entend que la réplique elle crie « Desserre-moi ». Donc on va redesserrer 1, 2, 3. Le message d'erreur c'était que le moteur était trop serré. Elle n'a pas aimé. Donc tout à l'heure elle nous l'a fait savoir. C'est ça qui est sympa aussi avec le Titan du coup, c'est que ça permet de détecter les erreurs potentielles sur la réplique et de pouvoir les corriger. Toute erreur va pouvoir être détectée et ensuite identifiée grâce à l'aide des codes erreurs qui sont disponibles lorsqu'on le branche sur l'application. Donc là, on est peut-être un chouïa trop rapide pour la réplique. Donc on voit vraiment, non, par contre qu'elle tourne superbement bien là maintenant. J'ai remodifié légèrement, on va redonner un tout petit tour ici pour être sûr. Hop, pas plus, guère plus, ça devrait suffire. Le son est plutôt sympa. Le son est très harmonieux, on n'a aucun blocage de la gearbox. Le moteur tourne correctement, la batterie n'est pas trop chaude. Pour moi, c'est les bons signes de notre montage, c'est-à-dire que notre montage est sain, notre réplique est saine et on va pouvoir compter sur notre lancée. Et ben nickel, bon bah passons à la prochaine étape. Voilà, nous avons donc fini avec notre lower. Nous allons donc passer maintenant à la partie joint hop-up et bloc hop-up. Pour ça, je te refile le upper. Merci. Et bien écoute, on va faire un échange histoire de faire de la place. Je te redonne le lower. Alors pour commencer, on va déjà extraire notre ensemble. Alors cet ensemble, il se compose de 3 pièces. Le canon, le bloc et le joint à l'intérieur. Pour voir le joint, nous allons démonter le tout. Pour démonter un bloc hop-up, rien de plus simple, un petit outil pour faire levier et on va venir lever le petit clip en faisant attention à ne pas le casser ni à le faire s'envoler. Donc on garde le doigt au-dessus et on fait un petit mouvement de levier. Voilà.
petite pièce en plastique très fragile. On fait très attention à ça. Pour extraire le canon et le joint, rien de plus simple. On tire dessus tout doucement. On essaye de garder le bloc hop-up bien en appui contre la table, puisqu'à l'intérieur de ce dernier se trouve le nub. Le nub, nous allons le garder car c'est un nub de très bonne qualité. Il n'y a pas besoin de le changer. Il consiste en quoi le nub, David? Alors le nub, c'est une petite pièce, souvent en caoutchouc ou en plastique, qui vient faire appui là où se trouve la chambre hop-up, c'est-à-dire la fenêtre, et il vient faire appui sur le bourrelet du joint, ce qui va prononcer l'effet hop-up. Donc pour l'enlever, on va déjà d'abord essuyer un petit coup parce qu'on voit que c'est un peu gras. Hop, on n'oublie pas de récupérer la bague de centrage du canon qu'on va réutiliser aussi. Le joint, on va pouvoir l'enlever et on se rend compte que c'est un joint très dur. C'est un joint qui était peut-être pas forcément adapté à la puissance finale de notre réplique, donc c'est pour ça qu'on le change. Donc là, sur cette partie-là, on va changer quoi exactement comme pièce, David? On va changer exactement le canon et le joint hop-up. Tiens, elles sont juste là d'ailleurs. Hop, petit tour de magie. Hop. Canon et joint. Alors on est parti sur un ensemble canon et joint Maple Leaf. Pourquoi Maple Leaf? En fait, c'est une marque que j'apprécie personnellement et que beaucoup de joueurs apprécient de par la qualité de leurs matériaux et surtout par le prix qui est très attractif. On parle d'un rapport qualité-prix qui est vraiment très bon. Donc nous allons changer tout ça et on va voir comment ça se fait. Donc on extrait le canon. On peut garder l'ancien canon dans la boîte du nouveau. Ça peut toujours servir. Hop, je vais mettre ça de côté. Donc on s'équipe du canon, on sort le joint hop-up. Alors ici, on est parti sur un joint 50 degrés. La puissance de la réplique devrait pas dépasser les 350-360 fps. Donc la dureté de ce joint semble tout à fait adaptée pour cette réplique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a changé le ressort, on est passé sur le M90 après avoir effectué notre montage. C'est ça. Donc pour le faire, rien de plus simple, on s'équipe du joint, on voit qu'il y a une petite rainure. Dans cette petite rainure ou autour du canon, on va pouvoir y appliquer un tout petit peu de gras pour faciliter l'insertion du joint et éviter tout craquage de ce dernier. Hop, un petit peu de gras. La rainure qui se situe sous le canon, on a la même dans le joint. On fait coïncider les deux et on fait glisser. On voit ici le bourrelet. Dès qu'on le voit plus, c'est que le bourrelet est bien rentré dans la fenêtre. Un petit coup d'œil à l'intérieur pour vérifier et tout est parfait. Ensuite, rien de plus simple, on reprend un tout petit peu de gras qu'on vient badigeonner sur le joint hop-up et non pas dedans. Attention, c'est très important. Un joint hop-up trop gras est un joint hop-up qui ne fera pas effet. Nous allons reprendre notre bloc hop-up, toujours le puits de chargement vers le haut, la rainure vers le haut et on vient insérer le canon et le joint dans le bloc hop-up. Ensuite, chemin inverse, on vient reclipser la petite pièce en plastique et pour être sûr de bien centrer notre canon, on vient remettre la bague de centrage. Et voilà notre ensemble hop-up monté. Avant de le réinstaller dans la réplique, nous devons quand même effectuer quelques vérifications, c'est-à-dire vérifier que l'appui est bien centré en tournant la molette. Donc pour moi, ça me paraît correct. Donc oui, effectivement, il fait bien son action. À savoir, un appui qui n'est pas droit peut provoquer un side spin. Un side spin, c'est-à-dire que lorsqu'on va régler notre hop-up, notre bille va pouvoir partir soit à droite, soit à gauche et pas tout droit. Ouais, c'est pas du tout ce qu'on veut pour être précis. Exactement. Une fois ceci fait, on peut aussi en même temps profiter pour vérifier l'état du canon. Parfois les canons arrivent un peu seuls, or ici on voit qu'il est vraiment nickel. Toute saleté à l'intérieur du canon pourrait influer sur la trajectoire de la bille et c'est surtout pas ce qu'on veut. Maintenant qu'on a tout vérifié, nous sommes prêts à remonter notre réplique et aller la tester. Et ben allez, on est parti pour la finalisation du remontage. Nous voilà donc arrivés au remontage final. Nous allons assembler le upper et le lower. Bah tiens, je vais déjà te filer la partie basse. Pour ce faire, rien de plus simple, on va faire glisser la partie haute dans la partie basse. On fait attention au ball catch qui parfois peut poser problème lors du remontage. Alors, ce coup-ci, c'est pas le cas. On fait aussi attention au petit ergot ici présent. On tire le charging handle vers l'arrière en le levant légèrement. On vient faire glisser. On sécurise la position du upper et du lower avec la goupille. Donc attention, cette dernière a un sens. Il y a une partie plate qui va venir se diriger vers l'arrière de la réplique. Si à la main on n'arrive pas à la glisser, on y va en tapotant légèrement au marteau. Et nous venons la sécuriser en la vissant. Et voilà, notre réplique est enfin remontée. Mais avant d'aller sur les terrains, il va falloir passer au réglage de cette dernière. Allez, c'est parti. Voilà, nous avons donc terminé l'étape du remontage de la réplique. Nous allons donc passer maintenant au réglage du MOSFET. Pour ce faire, nous allons donc utiliser un USB Link et le brancher directement au MOSFET de la réplique. Donc faut que je te retire la crosse, c'est ça? C'est ça, s'il te plaît. Moi, je vais ouvrir le PC. Donc tiens David, c'est bon, je t'ai retiré la crosse. Parfait, donc on va brancher le module au MOSFET et on va voir ce que ça nous dit. Bon, déjà il détecte que c'est un titan. C'est déjà bien. On voit qu'il y a une mise à jour à faire, donc on va faire la mise à jour pour la bêta 4.2. En général, ces petites mises à jour durent environ aux alentours d'une minute. Et le logiciel qu'on a besoin, il est payant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, le logiciel pour Gate est complètement gratuit. La seule chose qui serait bien de se procurer lorsqu'on veut faire une modification du MOSFET, des réglages, c'est l'USB Link qui lui est payant. Il existe également une autre alternative, je crois, l'USB Link. Alors, il existe la solution Blue Link. C'est un petit module qui va se gérer par le Bluetooth via le téléphone portable. Pratique sur les terrains, pas besoin d'amener un ordinateur. Bon,
pendant ce temps. Donc on voit que le module a été mis à jour avec succès. On va donc procéder au check-up général et au réglage du MOSFET. Donc nous sommes bien avec un moteur normal, protection de la LiPo. Nous jouons en LiPo 11.1. On va quand même monter la protection à 3,4 volts. Mieux vaut trop que pas assez. Donc au niveau des engrenages, on est bon. Tout ce qui est l'active braking est parfait. Notification vibration, on a les avertissements et les informations, on est tout bon. Alors la détente, on va voir ce que ça donne. Donc en actionnant la détente, on voit que ça actionne aussi les capteurs que tu vois sur l'écran. Donc nous, ce qu'on veut, on aimerait bien avoir une détente un peu réactive. Donc on va l'amener, je pense, ici. On va l'amener à 2. Je pense que ça pourrait être pas mal. En termes de réactivité, on est bien. Nous allons mettre un petit pré-cocking au milieu. Le sélecteur, donc on voit que notre sélecteur est en position safe et qui nous le détecte en semi. Pas d'alarmement, il suffit juste de recalibrer le sélecteur correctement. Donc on va sur recalibrer et il suffit de suivre les instructions à l'écran. Donc nous poussons le sélecteur entre la position safe et semi à environ 60 degrés. On appuie sur prochain, on fait la même chose entre le semi et l'auto, on appuie sur prochain et normalement notre sélecteur est correctement calibré. C'est vraiment l'affaire de quelques secondes. Ensuite les modes de tir, nous pouvons mettre semi safe, safe semi auto, safe semi binary. Alors le binary c'est un mode de tir assez exceptionnel. Une pression sur la détente fait partir un coup, le relâchement de la détente fait partir un deuxième coup. Pour le fun, c'est ce qu'on va te mettre. Et les diagnostics, c'est ce qui va nous servir à diagnostiquer notre MOSFET lorsque celui-ci rencontrera une erreur, un bip, une vibration. Donc ça permet donc au-delà de pousser les réglages au maximum, d'avoir de super performances, ça permet également de détecter les erreurs potentielles et que nous on puisse les corriger en ayant les informations. Exactement. Pour moi de mon côté, je pense qu'on est bon, on est prêt à aller tester la réplique, à aller régler le hop-up. Bon, bah on se retrouve dans la cellule d'à côté. Donc on se retrouve dans la cellule d'à côté. Alors David, il y a un dernier réglage à effectuer avant d'aller jouer avec les répliques. Il consiste en quoi? Eh bien c'est tout simplement le réglage hop-up, parce que si ton réglage n'est pas bon, s'il est trop bas, ta bille va plonger, tu ne toucheras jamais tes adversaires. S'il est trop haut, tu risques de satelliser ta bille, voire un bourrage canon. Ok, et bah comment on procède du coup? Eh bien on va se mettre déjà devant la cible, charger les billes en 0,25 puisque c'est ton grammage habituel. Et nous allons régler le hop-up petit à petit afin d'avoir la trajectoire la plus optimale possible. Et ben on est parti. Avant tout, on n'oublie pas de s'équiper de lunettes de protection. Pour plus de sécurité. Donc nous avons donc un chargeur en 0,25 déjà prêt à l'emploi. On met un petit coup de molette et on se met devant la cible et on voit ce que ça donne. Sachant que le hop-up là, il est à 0. Donc voilà ce que je t'expliquais Clément, tu vois ici, ton hop-up n'est pas assez serré, tes billes tombent. Donc ce que nous allons faire, c'est tirer le charging handle vers l'arrière. Nous avons donc accès à la roulette de réglage du hop-up. Une flèche indique le sens de réglage, elle se dirige vers le bas. Il nous suffit donc de tourner la molette vers ce sens afin d'augmenter le hop-up. Là, on voit que ça commence à monter, mais c'est pas encore ça. Donc on va augmenter les réglages. Alors ici, la bille satellise de trop, c'est-à-dire qu'on allait vraiment trop loin dans le réglage. Nous allons donc baisser en allant dans le sens inverse de réglage. Je pense que là, on tient quelque chose de bien. Donc tu as maintenant ta réplique prête à l'emploi. Et ben nickel, bah merci beaucoup David de ton temps passé dessus. Et puis j'ai quand même envie de faire une petite chose avant d'aller la tester en partie. On va aller récupérer à la logistique la même réplique d'origine et voir vraiment la différence entre une réplique qui est passée entre tes mains avec un full upgrade et celle d'origine pour voir la différence de performance. Après avoir effectué tous les réglages, on va faire un petit comparatif entre une réplique d'origine qu'on allait chercher en logistique et celle qu'on a upgradée précédemment. D'ailleurs, j'ai enfin ajouté mes accessoires perso dessus. David, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, moi je la trouve magnifique. Donc avant de la passer au chronie, il faut savoir quelques petites choses. Lors du montage, nous nous sommes quand même amusés à tester la réplique afin de voir si d'éventuels problèmes peuvent arriver. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un fort attrapage. Nous avons donc changé le ressort M90 par un ressort de type M100. Aussi à savoir, nous avons baissé la cadence à 50% et ajouté un active braking à 100%. Maintenant, nous allons donc passer au passage chronie afin de mesurer la puissance, la cadence et la régularité. Allez, c'est parti pour comparer tout ça. Voilà le passage au chronie maintenant terminé. Du côté de la réplique upgradée, on est environ à 316 fps. C'est exactement ce que je souhaitais pour aller jouer en CQB. Et toi David, de ton côté? Écoute, de mon côté, on est aux alentours de 360 fps. Et ce qui m'étonne pour une réplique en sortie de boîte, c'est vraiment sa régularité. C'est vrai que c'est assez impressionnant d'avoir d'aussi bonnes performances. Elle égale quasiment la réplique upgradée. Et là par contre, il y a une large différence, c'est au niveau de la cadence. De ton côté, on est à combien? On est aux environs des 17 billes secondes. Alors que du mien, on est à 24 billes secondes, ce qui est vraiment impressionnant. J'ai hâte de pouvoir jouer avec sur les terrains. Et bien en parlant de jouer avec, je te propose quelque chose. Mets-toi en tenue de jeu, je te concocte un petit parcours, tu m'en diras des nouvelles. Eh bien écoute, je vais me changer.
Donc David, après avoir effectué les tests pour comparer la réplique d'origine et upgradée, tu m'as concocté un petit quelque chose pour voir un peu plus ses performances. Effectivement, moi ce que je te propose, c'est un petit parcours IPSC en forme de U. J'ai donc disposé 6 cibles de ce format sur le parcours. À la fin du parcours, il y aura une grosse cible. Il va falloir que tu te lâches sur la dernière. Allez, go, on est parti. Go! Alors Clément, ton ressenti par rapport à la réplique? C'était fort sympathique, j'ai vraiment apprécié ce petit parcours d'IPSC que tu m'as fait et j'ai hâte de pouvoir aller la tester sur le terrain. En tout cas, merci David de te passer sur ce montage. C'était vraiment très instructif, il y a eu beaucoup de petites anecdotes que tu nous as donné, de petites astuces que je vais pouvoir appliquer sur mes prochains montages. J'espère également chez vous que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être au courant des prochaines sorties. Sur ce, bonne continuation à tous. Et restez connectés avec la Team DG.